je crois tellement dans l'importance, enfin, j'ai consacré ma carrière, mais dans la prévention, tu sais. 1000 fois d'accord avec toi. Plutôt que de traiter des personnes malades. Puis j'ai des collègues qui le font de façon admirable, puis qui sont aux soins intensifs, qui sont en gastrochirurgie, qui sont sur des gros départements d'endocrinologie, là, tu sais, le Ouais. diabète, l'hypertension, toutes les maladies du siècle, nos maladies chroniques, là, l'oncologie, les maladies cardiovasculaires, qui font un boulot extraordinaire. Mais moi, je me dis, est-ce que je pourrais apporter peut-être un peu d'informations pour aider les gens à en prendre conscience? Parce que, tu sais, Quentin, le problème de la nutrition, Ouais. c'est que ça fait pas mal quand ça va mal. Hmm. Je te donne un exemple. Si tu as mal aux dents, tu as une rage de dents, tu as un abcès, mais Ouais. tu t'en vas tout de suite chez le dentiste, quelqu'un qui fait un infarctus, il y a une douleur à la poitrine, ça irradie dans les bras, il s'en va, il appelle les ambulanciers, tout ça, il s'en va à l'urgence. C'est clair. Quand tu as un cholestérol élevé un petit peu, quand tu fais un petit peu d'hypertension, quand tu as des triglycérides un petit peu élevés, ça, c'est des indicateurs de santé. Hein? Quand tu as un excès de poids, un peu d'embonpoint abdominal, il n'y a rien de ça qui fait mal. Donc, tu ne sens pas l'urgence de changer des choses dans ta vie parce que ça fait pas mal. Jusqu'au jour où, et je le souhaite à personne, mais tu tapes quelque chose, un incident grave qui arrive peut-être à beaucoup trop prématurément, donc à 40, 45, 50 ans. Là, et là, tout d'un coup, là, tu as des signaux d'alarme qui se mettent à clignoter. On souhaite un infarctus à personne en bas âge, mais tu sais, je veux dire, ça peut arriver. Là. Il y a des choses épouvantables qui peuvent arriver. Des maladies qu'on sait qui sont reliées aussi à notre mode de vie, à notre alimentation, soit des choses qu'on mange en trop ou des choses qu'on ne mange pas suffisamment. Alors, il y a des cancers, un tiers des cancers sont directement reliés à notre façon de s'alimenter. Donc, tu sais, et puis c'est ça. Donc, il faut que tu essaies de convaincre les gens, mais ils n'en ressentent pas l'urgence parce que ça fait pas mal. Bof, tu sais, il y a la notion de plaisir. On parlait de plaisir, mais en fait, il y a la jauge du plaisir. C'est bien de temps en temps, c'est même essentiel. Mais si on est tout le temps dedans... C'est fou parce que dans un sens, on est un peu mal fait comme être humain parce que, tu sais, quand tu donnes à manger à un bébé, il le sait, lui, quand il atteint son niveau de satiété. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie des signes évidents, là, tu sais. Il recrache la nourriture, il se désintéresse, il regarde ailleurs, il repousse son assiette. Bon, tu sais, il est rassasié. Et puis, nous, les humains, on perd nos signaux comme ça, là, vers l'âge de... Ben, selon les pédiatres de la médecine, selon 3 à 5 ans, là tout d'un coup, là, la gourmandise se met de la partie. Puis là, tout d'un coup, oh, tu sais, j'ai plus faim, mais oh, c'est tellement bon. Puis, est-ce que tu prendrais une petite pointe de tarte, Quentin? Tu le sais que tu n'as pas faim. Si tu écoutes ton signal, mais... Puis aussi, qu'est-ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui perdent ce contact avec les signaux de la faim et de la satiété. Et ça entraîne tout un dérèglement. Quand est-ce qu'on mange? Quand est-ce qu'on sait qu'on a faim? Quand est-ce qu'on sait qu'on n'a plus faim, surtout? Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Tu sais. Et comment on fait? Comment on fait, tu vois? Bon, tu ressens là, un gargouillis dans le ventre. Il y en a qui deviennent de mauvaise humeur quand il faut qu'ils mangent. On n'aimera pas personne, mais il y en a qui commencent à avoir des maux de tête, difficultés de concentration. Tu le sais quand tu commences à avoir faim. Mais c'est beaucoup plus difficile de savoir quand est-ce que tu n'as plus faim. Et donc toi, question là, c'est parce que j'ai pas mal bourlingué comme toi, j'ai compris au moins plus de 40 pays et ça serait bien qu'on en parle peut-être tout à l'heure, mais tu vois, moi j'ai un exemple criant, c'est quand je suis parti en Estonie il y a quelques années. J'ai vécu avec des locaux pendant plusieurs semaines et là je me dis mais ils mangent tout le temps. Ils n'ont pas en gros un petit déjeuner, un dîner. Ils mangent plutôt des petites portions, mais toute la journée. Et c'est pas franchement marqué comme en France par exemple où on a, si je peux dire, entrée plat dessert et puis c'est matin, midi et soir. Alors le matin bien sûr qu'il n'y a pas entrée plat dessert. Mais tu sais le petit déjeuner à la française là. Oh, bah on peut en parler. Non mais tu peux en parler hein, parce que je te taquine j'ai arrêté, en France, à un moment donné la baguette, le pain blanc, voilà. La baguette trempée dans le café, mais à un moment donné, j'ai mal aux mâchoires de mastiquer autant. Mais non, en fait, je te taquine parce que nous, on est quand même aussi de descendance anglo-saxonne et francophone. Donc, nous, bon, tu sais, on a les œufs au petit déjeuner. En France, les œufs, vous les mangez plus à midi ou le soir, une petite omelette. T'sais. Ça dépend qui. Hein. Ça commence à changer maintenant. Mais ça aussi, ça change. T'as raison. Mais c'est juste que nous, on rigole parce qu'un petit déjeuner français,
c'est pas un déjeuner, mais c'est une cigarette avec un café au café du coin. Mais non, avec beaucoup de sucre. Ouais, c'est ça. Avec beaucoup de sucre. Mais non, mais c'est tu sais, les Estoniens, tu les as observés, c'est fascinant. Puis, tu sais, moi aussi, j'ai beaucoup voyagé. Puis, tu sais, il n'y en a pas un seul modèle alimentaire. Puis, c'est bien correct qu'ils mangent toute la journée. Puis, c'est bien correct quelqu'un qui va diviser sa journée en 3 repas ou en deux gros repas ou quelqu'un qui va faire un jeûne intermittent pour toutes sortes de raisons de santé ou pas. Mais, tu sais, je veux dire, moi, ça ne me dérange pas, ça. Il n'y a pas une seule vérité. Puis, tu sais, il y a des gens qui ont une tendance à l'hypoglycémie. Il faut qu'ils mangent plus, qu'ils fractionnent leur repas plus souvent dans la journée. Ça, ça dépend aussi de ton travail. Moi, j'ai déjà animé une émission, puis c'était un peu une émission matinale à la télévision, et c'était un travail de nuit. Alors, je me levais à 3 heures du matin. Je peux te jurer que ça perturbe ton rapport aux aliments puis aux repas. Donc, les infirmières qui travaillent sur des quarts de nuit, de jour, de soir, les ouvriers qui commencent très tôt le matin, et je te jure que je compatis avec eux. C'est pas évident de répartir tes aliments, tes repas. Il y a de la fatigue des fois qui s'accumule là-dedans, une perte d'appétit, et un manque d'énergie parce que là, il n'y a pas assez de protéines au repas. Puis, tu sais, il y a un cercle vicieux. Puis on est plus dans les émotions et donc du coup, bon, ben là, pour compenser, on va très vite grignoter. En fait, les études ont démontré que, puis je l'ai vécu, le manque de sommeil te fait... te donne plus de rage de sucre, puis c'est un peu normal parce que quand tu manques de sommeil, tu as besoin d'énergie, puis la première source d'énergie la plus facilement biodisponible pour le corps, c'est le sucre. C'est enfin sucre les rapide sucres, d'ailleurs. Alors souvent, tu as une rage de sucre pour compenser ça. Et souvent, les gens se trouvent à prendre du poids avec le temps parce que leurs repas sont mal équilibrés, puis c'est pas facile. Et puis changer une habitude alimentaire, une fois que c'est ancré, bon, ben, c'est complexe, mine de rien. C'est complexe. Mais ça se fait. Et du coup, ça serait quoi tes petits tips, toi, pour changer voilà, je suis quelqu'un qui est en surpoids, qui mange beaucoup de sucre. Comment changer, en fait? C'est quoi peut-être le premier pas pour susciter la prise de conscience derrière, avant d'aller voir le médecin quand même? Ça serait dommage. Oui, ben, tu sais, la prise de conscience, souvent les gens mangent et ils ne sont pas conscients tout ce qu'ils sont capables d'engloutir en regardant une série sur Netflix le soir devant la télé ou devant leur écran. Tu sais, il y a des automatismes aussi qui se font. Les gens maintenant mangent dans leur voiture, ils vont au service au volant, enfin, je ne sais pas si vous avez ça en France, mais nous, on a ça. Là, tu sais, tu peux aller au McDo, reste dans ta voiture. Bon, alors, les commandes à l'auto, les trucs qu'on peut faire livrer par Uber Eats. On peut maintenant manger dans des contextes non alimentaires. Tu sais, il y a ici, chez nous, il y a des librairies. Tu vas faire ton supermarché, là, tu sais, genre chez Carrefour ou chez Monoprix ou tout ça, et il y a une espèce de bar à salade où tu peux manger sur place. Alors, tu peux aller faire un plein d'essence au garage et puis tu peux manger des trucs. Tu vas acheter du papier d'imprimante dans ton bureau en gros et tout. Puis à la caisse, il y a toutes sortes de bonbons puis de cochonneries. Écoute, on est dans une société obésogène, tu sais, qui favorise le développement de l'obésité, tu sais, qui favorise le fait qu'on bouge de moins en moins et les occasions de manger sont de plus en plus répandues et de plus en plus dans des endroits non traditionnellement associés à des contextes alimentaires. Donc, première constatation que je dirais à cette personne-là, c'est d'abord une prise de conscience de ça. Comment on fait pour résister aux tentations? Puis, tu sais, si tu as bien mangé, souvent, là, c'est pas compliqué, hein, les ajustements, les gens ne répartissent pas bien les protéines dans la journée. Alors, les protéines, c'est ce qui soutient notre satiété plus longtemps. Il y a comme une espèce quand on digère les protéines, ça donne, oui, de l'énergie, mais il y a une espèce de plateau qui nous permet de nous rendre jusqu'au prochain repas ou jusqu'à notre entraînement après le travail. Bon. Et donc, souvent, les gens mangent beaucoup de glucides, beaucoup de féculents. Bon, une baguette avec un café. Ici, quelqu'un va manger une rôtie, un toast, un pain grillé avec de la confiture, avec un thé, un café. Il n'y a pas de protéines. Un bagel. C'est très montréalais, les bagels, mais les bagels avec le fromage à la crème. Bon, mais le fromage à la crème, il n'y a pas de protéines là-dedans, donc il y a plus de crème que de fromage. Donc, tu sais, c'est pas des choses qui sont soutenantes. Alors, sur le coup,
t'as un muffin au chocolat, là. Hmm. C'est une hérésie, tu sais. Donc, tu n'as pas de protéines et ça ne te soutient pas suffisamment. Alors, entre les deux repas, tu as soit une rage de sucre ou une baisse d'énergie. Et là, tu te reprends au repas suivant ou tu arrives du travail, le soir, tu es complètement affamé, tu coupes un saucisson parce que là, il faut que tu prépares le souper, puis là, tu mangerais les murs tellement tu as faim. Donc, le problème, c'est pas qu'on manque de protéines en Amérique du Nord, mais le problème, c'est qu'on les répartit mal dans la journée et puis ils sont tous au repas du soir où tu vas avoir... Ici, chez nous, le repas du soir, c'est le plus gros repas de la journée, souvent, pour la majorité des gens qui vont manger un petit sandwich le midi avec, encore une fois, très peu de protéines. Un plat de pâtes aux légumes, tu sais, ben, tu n'as pas assez de protéines pour te soutenir. C'est clair. Et donc, les gens qui décident de devenir végétariens aussi, je me rends compte que c'est pas tout de couper la viande. Par quoi tu la remplaces? C'est pas 3 pois chiches dans ta salade ou dans ton couscous qui vont faire le travail. C'est pas suffisant. Alors, souvent, les gens veulent bien faire, mais en voulant changer un comportement pour bien faire quelque chose, ils se trouvent à créer des problèmes. Alors, tu sais, moi, je ne suis pas du tout clinicienne, alors je ne prêche pas pour ma paroisse parce que je ne fais pas de bureau puis de pratique privée, mais tu sais, les gens, ils vont voir leur dentiste 1 fois par année, 2 fois par année. Mais ce serait bien que les gens puissent aller consulter un nutritionniste juste pour rajuster des petites choses, puis pas attendre qu'ils ont un diabète confirmé à l'insuline ou qui ont une hypertension épouvantable ou qui ont eu des problèmes de santé plus graves. Ouais, c'est vrai que c'est un peu d'ajustement. Oui. Ouais, c'est un peu sournois. Le conseil que je pourrais te donner comme toi, Vianney, Quentin, est-ce que tu aimes, je sais pas, es-tu plus dans le sucré, dans le salé? Ben moi, je suis en train de me rééquilibrer, tu vois. C'est un peu kiff-kiff. Avant, j'étais 100% salé. En tant que breton que je suis, on est plutôt salé, quoique tu me diras, le Queen Amman rempli de beurre et de sucre. C'est bon, le Queen Amman. Mais tu sais, c'est ça parce que, tu vois, parce que je pose la question, mais tu sais, quelqu'un qui est très salé, comme tu étais, qui adore les noix, les charcuteries, les fromages, les saucissons. Alors, cette personne-là, si tu lui expliques que dans un menu au restaurant, ils ne sont pas obligés de prendre un dessert, mais c'est un coup d'épée dans l'eau, ça donne rien. Toi, ça ne t'intéresse pas, le dessert, tu vois. Toi, c'est les frites mayonnaise avec les moules, puis tu sais, bon. Plutôt une entrée qu'un dessert, Oui. Alors qu'il y en a d'autres, c'est la dent sucrée, un vrai repas. C'est pas un vrai repas s'il n'y a pas un dessert à la fin. Bien là, à ce moment-là, ces gens-là, tu les accompagnes en faisant des choix. Tu sais, en leur disant, ben écoute, peut-être que si tu veux manger... Puis c'est quoi une différence entre une crème caramel puis une crème brûlée? Ben, la crème caramel est faite avec du lait, puis même si ça s'appelle crème, puis la crème brûlée, c'est fait avec de la crème. Donc, tu as beaucoup moins de calories dans une petite crème caramel. C'est un dessert sage, une petite crème caramel. C'est comme une salade de fruits. Tu sais, je veux dire, c'est un dessert sage. Quelqu'un qui a besoin de sucré, ben c'est une panna cotta. Tu sais, il y a des possibilités aussi, ouais, de faire plaisir aux gens.